Bonjour à tous. Un petit message, merci de nous avoir rejoints pour le webinaire d'aujourd'hui. Un petit message pour vous dire que nous allons commencer le webinaire dans 5 minutes, le temps de laisser les quelques retardataires arriver. Donc, on se retrouve, on commence à 14h05. Merci, à tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vous rappelle que nous allons commencer le webinaire dans 2 minutes, le temps de laisser arriver les quelques retardataires. Je vous retrouve dans 2 minutes pour le début du webinaire. Merci. Bonjour à tous, on va commencer, il est 14h05. Je voudrais vous remercier tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour prendre part à notre nouveau webinaire, qui est le deuxième de notre série de webinaires consacrés à l'entrepreneuriat.
et je suis moi-même Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour MSC francophone. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter quelques points logistiques. D'abord, question importante, est-ce que vous nous entendez tous bien? Si oui, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Vous allez voir, vous avez un onglet questions. C'est d'ailleurs ici que vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de l'échange. Alors, tout le monde nous entend? Génial. OK, super. Dernier point, ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement dès ce soir sur notre site internet. OK, donc comme tout le monde nous entend, on va pouvoir y aller. Encore quelques minutes de patience. Je voudrais brièvement présenter MSC, Microsafe Consulting, pour ceux qui ne nous entendent pas, qui ne nous connaissent pas. Donc, MSC, c'est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Alors, on travaille avec différents clients à travers le monde dans toujours le même objectif, pouvoir ensemble assurer un impact durable sur les populations à travers nos services et nos solutions. Alors, on offre des conseils stratégiques et opérationnels et on aide à la mise en place de programmes durables en nous appuyant sur des données et les idées qu'on collecte sur le terrain grâce à nos travaux de recherche. Et ces travaux sont toujours tournés vers la compréhension des besoins de nos clients, de leur comportement et de leurs aspirations. Je vois que certains parmi vous ont participé à nos formations. Donc, en fait, cette expérience, on la partage aussi à travers nos formations, à travers notre organe de formation qui est l'Institut ELIX, que certains d'entre vous connaissent. Et l'Institut ELIX, c'est un organe de formation qui offre des formations, qui soient des formations en présentiel, en ligne ou sur mesure, pour répondre le mieux à vos besoins. Enfin, je finirai par ce que nous avons lancé le plus récemment, qui est le Hub de la finance digitale. C'est un site web 100% francophone qui est tourné vers la finance digitale et l'entrepreneuriat. Je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. L'idée, c'est véritablement de fédérer du contenu diversifié, soit de nous, soit de nos partenaires, que ce soit des articles, des rapports, des vidéos, des podcasts, des infographies. Il y a même une catégorie événements à ne pas rater, du matériel de formation et cette section qui est vraiment entièrement dédiée à l'écosystème entrepreneurial. On n'est pas là pour parler de ça. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, mais n'hésitez pas à vous y rendre parce que cette plateforme est gratuite. Elle est faite pour vous, pour consommer du contenu, mais également pour le diffuser si vous avez envie de profiter de ce canal. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je le disais au début de mon introduction, ce webinaire, c'est le deuxième webinaire de la série qui est consacré à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a décidé de se consacrer, de s'intéresser à la question critique et indispensable du financement dans l'entrepreneuriat des jeunes et en particulier dans le secteur de l'agrobusiness au Sénégal. Quels sont les défis? Quelles sont les pistes de solutions? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et c'est pour ça que je vais laisser sans plus tarder la parole à mon collègue Amadou, qui va pouvoir se présenter et présenter nos éminents panélistes. Donc, bonne session à tous et je vous dis à tout à l'heure. Amadou, à toi la parole. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette introduction. Merci à tous d'être là. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire.
que nous constatons sur la thématique du financement de l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur particulier qui est l'agrobusiness. Pourquoi cette thématique en fait? Parce qu'en fait, c'est important de connaître un peu les besoins des jeunes actuellement. Et on a compris que dans les politiques publiques aujourd'hui, les jeunes sont mis au cœur des dispositifs pour les aider à créer des emplois, donc les accompagner. Et aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, le président a mis en place beaucoup d'initiatives qui permettent de pouvoir résorber le chômage des jeunes et utiliser l'entrepreneuriat comme levier pour créer des opportunités économiques pour les jeunes. Donc ça, c'est un premier point important qui fait qu'on cible les jeunes dans le cadre de ce webinaire et surtout consacré à l'entrepreneuriat. Pourquoi le secteur agricole? Parce qu'en fait, c'est le secteur de l'agrobusiness. C'est un secteur qui est au sens large considéré comme le secteur agricole où il y a du potentiel énorme de création d'emplois. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds, ils ont évalué la création d'emplois pour les jeunes pour à peu près 9 millions d'emplois d'ici 2035. Donc, on voit bien que c'est un vrai bassin pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Et c'est pourquoi on veut aujourd'hui explorer les défis qui sont liés à ce financement de l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur et surtout quelles sont les solutions. Et je suis très ravi d'accueillir nos panélistes qui représentent des structures diverses. On a autour de la table un bailleur de fonds, notamment la coopération allemande GIZ, qui va nous présenter sa vision, son approche, ses programmes et surtout les facteurs de réussite et les modalités d'accès au financement dans le cadre du programme. On a une institution de microfinance qui est autour de la table, c'est le Crédit Mutuel qui est un des leaders du marché, qui aussi a une branche dédiée au financement des programmes agricoles, donc des entrepreneurs qui sont dans l'agrobusiness. Et enfin, on a aussi l'ADER, qui est une agence publique qui appuie le financement. Vous avez entendu parler de nos programmes actuellement sur les femmes et sur les jeunes. Et nous sommes très heureux d'accueillir M. Ndiaye pour pouvoir nous parler un peu de tous ces programmes que l'ADER met en place en direction de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole aux panélistes. Et avant, je suis Amadou Ba, senior manager de Microsafe Consulting que vous a présenté Rebecca. Donc, je vais passer la main aux panélistes pour faire un tour de table de présentation rapide de leur présentation et de leur structure. Voilà, si on peut commencer avec vous, Madame Binta. On ne vous entend pas. Merci beaucoup, Amadou. Ouais. Oui, voilà, merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir de faire ce panel aujourd'hui avec vous. Je passe mes bonjours aussi à mes co-panélistes, donc M. Ndiaye et M. Traoré. Et c'est un plaisir pour moi. Je me présente d'abord. Donc, je m'appelle Mambinta Diouf Diallo. Je suis responsable du volet entrepreneuriat et incubation pour le programme Réussir au Sénégal. Le programme Réussir au Sénégal est un programme de la coopération allemande, la GIZ, qui est mis en œuvre depuis septembre 2017. Et elle a eu déjà une première phase qui a débuté entre septembre 2017 et septembre 2021 et qui s'est activée sur toutes les régions du pays, donc actif dans toutes les zones avec des antennes régionales qui couvrent certaines zones en Casamance, à Saint-Louis, à Thiès, à Tambacounda et à Dakar. On avait une antenne de Kaolack, mais qui n'est plus active pour cette deuxième phase. Donc, pour cette deuxième phase, nous avons commencé en octobre 2021 et la deuxième phase va continuer jusqu'en 2023. Voilà, et on agit sur le secteur agricole, notamment dans la zone sud, la zone Casamance. Et c'est pour ça, c'est un plaisir pour moi, vu notre expérience qu'on a eue dans l'appui des jeunes, dans l'entrepreneuriat, de pouvoir faire ce panel et de partager nos expériences avec vous. Et aussi d'échanger sur des solutions en fait, qui nous permettront par la suite permettre à l'écosystème de pouvoir mieux s'ajuster et offrir des services adéquats pour le développement de l'entrepreneuriat agricole au Sénégal, qui a beaucoup de potentiel. Je vais y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Diallo. Monsieur Traoré, vous voulez prendre la parole pour vous présenter et présenter vos structures rapidement.
On ne vous entend pas, M. Traoré. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, on vous entend bien. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, M. Traoré. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Merci donc Amadou, merci à tous les participants. Bonjour à tous mes panélistes qui sont là autour de cette table. Alors, moi, je m'appelle Aline Kosso Traoré et je suis le responsable des marchés agricoles au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal. Alors, relativement à l'entreprise que je représente, alors c'est une structure qui avait débuté ses activités depuis 33 ans, en 1988, au fond donc de Kaolack, dans la région de Kaolack, mais c'était sous forme de projet avec la coopération française. Alors aujourd'hui, l'entreprise, le CMS a une ancienneté donc de 33 ans d'accompagnement du monde rural et spécifiquement donc du monde agricole. Alors aujourd'hui, nous sommes leaders dans la microfinance dans la zone UEMOA. Alors nous avons pour le moment dans nos livres plus de 1 300 000 sociétaires. Alors, et pour une part de 40% des comptes donc ouverts au niveau du secteur SFD au Sénégal. Nous avons également une part de 49% des dépôts du secteur des SFD, correspondant à plus de 200 milliards d'épargne de CFA. Alors, du point de vue encours de crédit, nous avons 31% des parts donc, de cet encours de crédit du système financier décentralisé au Sénégal. Du point de vue maillage, du point de vue répartition de nos points de vente au niveau du Sénégal, nous en avons plus de 250 points de vente, donc répartis dans tous les départements du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 44 départements sur les 46 que compte le Sénégal. Bon, spécifiquement, financement agricole, pas mal d'efforts ont été déployés, donc fournis pour essayer de répondre aux problématiques de financement du monde rural. Et je vous dis que sur les 3 dernières années, en 2018, on était à presque 17 milliards de production de crédits agricoles. 2018, 19 milliards et 2020, on était à 20 milliards donc, de production de crédits agricoles. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là et éventuellement, peut-être dans les débats, je pourrais vous donner les offres qui sont aujourd'hui disponibles au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal et pris en compte donc tous les aspects liés à l'accompagnement donc des acteurs des chaînes de valeur agricole. Merci. Merci, M. Traoré. Nous allons passer maintenant à M. Ndiaye, qui représente la DER, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Il sera bien placé pour nous présenter sa structure. M. Ndiaye, vous avez la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Juste une petite confirmation pour m'assurer que tout le monde m'entend. C'est bon. En tout cas, moi, je vous entends, M. Ndiaye. Parfait. Voilà, donc je me présente très rapidement. Je suis Jo Ndiaye. Je suis au niveau de la direction des risques et des engagements au sein de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Bon, j'ai rejoint récemment, mais vraiment, depuis mon arrivée, on reviendra sur ça, mais c'est vraiment tout un plaisir pour moi de partager une nouvelle expérience avec la délégation qui aujourd'hui, en termes d'impact, fait beaucoup pour le Sénégal. Donc, pour présenter rapidement la délégation, c'est vraiment une structure qui a été mise en place en 2018, en mars 2018 plus précisément par le chef de l'État, pour vraiment compléter tout un dispositif qui existait déjà. Donc, quand je dis dispositif,
ces dispositifs d'appui financier comme non financier avec des structures que vous connaissez déjà qui sont le FONGIP, le FONSIS, la Banque nationale de développement économique et d'autres dispositifs qui se sont positionnés sur un accompagnement non financier comme le 3FPT, l'ONFP, etc. Voilà, donc la DER a été rajoutée dans ce dispositif, on va dire, pour combler une faille. Parce que l'État du Sénégal a remarqué que malgré toutes ces institutions qui existaient, il y avait un problème par rapport au financement. C'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas accès au financement parce qu'ils n'ont pas d'historique bancaire, parce qu'ils sont au démarrage, ils n'ont pas de garantie, ces dispositifs qui existaient déjà ne les prenaient pas en compte. Dans la mesure où, si je me concentre spécifiquement sur l'exemple du FONGIP, par exemple, eux, il faut qu'il y ait une banque qui finance pour qu'il y ait de la garantie du FONGIP. Donc aujourd'hui, l'État s'est dit, bon, on va mettre un dispositif qui va ne pas avoir de frein. C'est pourquoi la DER a été créée. Et la DER aujourd'hui, en termes de résultats en 3 ans d'activité, c'est plus de 125 000 crédits. 125 000 crédits avec près de 70 milliards de financement en termes de volume global. Donc, pour vous dire vraiment l'impact que la DER a. Donc, les produits qui sont proposés par la DER, c'est le financement qui n'est pas vraiment dissocié de tout cet accompagnement non financier qui est, on va dire, la formation et la formalisation que la DER prend également en charge. Donc, en plus de ces produits financiers et non financiers, il y a vraiment tout cet accompagnement en termes de structuration, en termes de montage, etc. Donc, aujourd'hui, c'est des résultats qu'on a pu avoir sur l'ensemble du territoire, sur toutes les régions, tous les départements, avec une présence vraiment remarquée sur toutes les zones du Sénégal. Donc, en termes de produits financiers, c'est vraiment les produits que l'on retrouve sur le marché avec les banques. Donc, c'est des crédits d'exploitation, c'est des crédits d'investissement, c'est du crédit bail. Donc, c'est des crédits qui sont existants, mais avec des conditions beaucoup plus adaptées à cette cible. Parce que c'est une cible aujourd'hui vraiment qui n'a pas les moyens de supporter un taux d'intérêt très élevé. C'est une cible qui a besoin d'un différé pour, par exemple, avoir une opérationnalisation de l'activité avant de commencer à rembourser. C'est une cible qui a besoin d'avoir des crédits sur de plus longue durée, des conditions plus souples. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique que la DER a été créée. Et aujourd'hui, ce sont les activités qu'elle fait. Bon, je vais m'en arrêter là. Après, on va revenir certainement sur d'autres détails de façon plus poussée. J'en profite également pour saluer tout le monde et dire bonjour à mes co-panélistes. Merci. Merci beaucoup, Moussa Ndiaye, et merci à tous les panélistes pour ce tour de table qui plante le débat dès maintenant. On va plutôt s'orienter sur le sujet. En fait, le webinaire va se présenter comme suit. On va passer 1 heure, 3/4 d'heure à discuter sur des questions fondamentales, notamment sur les offres de services financiers que offrent les différentes structures qui accompagnent les jeunes. Quelles sont les modalités, les critères de financement pour des jeunes qui sont à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi qui veulent se lancer dans le secteur de l'agrobusiness? Quels sont les facteurs de succès des programmes? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir en termes d'éléments sur les processus de financement direct, l'octroi des crédits de financement pour les jeunes, et quelles sont les synergies qu'il faut développer pour qu'il y ait davantage d'impact et qu'il y ait davantage de jeunes qui accèdent au financement. Donc, avant d'ouvrir la session de questions-réponses des participants, donc, on va commencer à explorer ces sujets-là que même M. Dia avait déjà commencé à en parler. La première question qui vient, c'est quelles sont les offres de services financiers qui sont disponibles pour les jeunes aujourd'hui? C'est la question parce que tous les jeunes qu'on rencontre nous disent, voilà, nous, on a du mal à accéder au financement, aux services financiers et à chaque fois, on est bloqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce que offrent vos institutions, vos structures pour vraiment apporter des solutions de financement pour les jeunes qui veulent se lancer, des jeunes entrepreneurs au Sénégal?
Alioune, Monsieur Traoré, vous voulez commencer? Voilà, merci beaucoup, merci Amadou. Donc, je reviens donc pour essayer d'apporter une réponse à cette question, qui est une question donc très intéressante. Et pour vous apprendre qu'aujourd'hui, tous les produits et les services que le Crédit Mutuel dispose, c'est le fruit donc d'une organisation d'ateliers, de séminaires. Et au cours de ces ateliers et des séminaires, alors pas mal d'acteurs, pas mal de sociétaires ont été donc conviés à ces ateliers-là, à ces séances d'échange, ce qui nous a permis aujourd'hui de prendre en compte toutes les problématiques donc liées à l'accès au financement. Également, les conditions, tout a été donc discuté. Et donc, il y avait une inclusion. Nous avons donc, pour vous dire, une inclusion de l'ensemble, une démarche inclusive pour la recherche et la mise en place de ces différents types de crédits, de ces différents types de services dont nous disposons. Aujourd'hui, il faut se rappeler également que le Crédit Mutuel du Sénégal a eu la chance de bénéficier d'un programme de la Banque mondiale. Et à travers donc ce programme d'accompagnement du Crédit Mutuel du Sénégal, je l'ai dit tantôt, pas mal d'ateliers et de séminaires ont été organisés, et ce qui nous a valu donc d'organiser ces séminaires et ces rencontres à moindre coût. À l'issue donc de ces ateliers, nous avons eu à trouver des moyens d'accompagnement, donc de renforcement de notre système d'accompagnement du monde rural en général, et particulièrement aux jeunes qui voulaient s'inscrire, qui sont intéressés par l'activité agricole. C'est dire qu'aujourd'hui, le Crédit Mutuel dispose d'un ensemble de services qui prend en compte l'ensemble des besoins exprimés par ces acteurs qui avaient eu à participer à ces séminaires-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous disposons de crédits pour accompagner les producteurs. Les producteurs qui constituent le premier maillon pratiquement des chaînes de valeur agricoles, à travers donc la mise en place des crédits qu'on appelle le crédit CPA, crédit production agricole, et crédit production de l'élevage. Alors, donc à travers ces ateliers-là, ces produits, tout le monde s'y retrouve, tous les acteurs qui interviennent dans ce maillon de la chaîne de valeur, maillon donc production, s'y retrouvent. D'autant plus que nous avons tenu en compte l'ensemble des itinéraires techniques et des calendriers culturaux donc, que ces acteurs-là font dans le cadre de la production. Si vous prenez par exemple les crédits production destinés aux grandes cultures, nous avons des crédits in fine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le remboursement se fait pratiquement à la fin donc, de la récolte et l'écoulement de la production. Nous avons également des crédits également destinés aux activités maraîchères, donc toujours dans le cadre des activités agricoles. Relativement également à l'élevage, nous avons réussi à mettre en place des services, des produits donc, qui sont adaptés aux différentes filières de l'élevage, notamment l'agriculture, notamment la mouche bovine, etc. Donc, dans chaque maillon que vous voyez, dans chaque filière que vous voyez, donc dans le maillon de la chaîne de valeur production agricole, nous avons des produits qui sont adaptés donc aux itinéraires, aux calendriers culturels. C'est-à-dire que pour ne pas exagérer un peu, on a réussi à faire des tailles sur mesure, donc de tout à l'endroit des besoins, donc des besoins qui sont exprimés par les différents acteurs. Si vous prenez également le moyen de la transformation, aujourd'hui nous disposons également des produits, un produit qu'on appelle le CTA, Crédit Transformation des produits agricoles.
qui sont destinés donc, aux acteurs qui interviennent dans ce maillon de la chaîne de transformation des produits agricoles. Au niveau également de la commercialisation, nous avons des crédits. Des crédits donc destinés aux acteurs qui interviennent dans le secteur de la commercialisation des produits agricoles. Au niveau maintenant de tous les, donc au niveau des différents acteurs qui interviennent, nous avons un produit qu'on peut considérer comme transversal. D'autant plus que tous les acteurs qui interviennent dans les différents maillons des chaînes de valeur agricole peuvent en bénéficier. C'est le crédit CMTA, crédit moyen terme équipement agricole. C'est dire que ce produit-là peut être consommé aussi bien par les producteurs, par les transformateurs, que par les commerçants. Donc, c'est un produit qui permet aux agripreneurs éventuellement qui souhaiteraient investir dans le secteur agricole de s'équiper. Parce que le premier besoin en réalité de ces agripreneurs, un des besoins phares de ces agripreneurs tourne autour des besoins d'investissement, des besoins d'équipement. Donc, le Crédit Mutuel a mis en place donc ce produit-là, destiné exclusivement à l'accompagnement de ces cibles spécifiques. Alors, du point de vue maintenant, du point de vue également de la pêche, également, nous avons des produits qui sont donc destinés aux acteurs qui interviennent dans les différents moyens donc des champs de valeur agricole. C'est dire qu'avec l'accompagnement de cette banque, de la Banque mondiale, le Crédit Mutuel a révolutionné son offre dans le cadre du financement agricole, en mettant en place donc les besoins qui sont réellement exprimés par les acteurs. D'autant plus que parmi tous les ateliers dont je viens de citer, nous avons enregistré la présence des acteurs eux-mêmes qui ont eu à exprimer leurs besoins réels. Et le Crédit Mutuel s'est basé sur ces besoins exprimés pour mettre en place ces produits-là. Donc, c'est des produits, je peux dire, taille sur mesure. OK? Alors, bon, relativement maintenant à la modélisation, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de mise en place des produits, des plateformes qui pourraient peut-être prendre en charge les besoins réels, les besoins donc exprimés par ces différents donc, acteurs dans le domaine du numérique. Alors, je peux en citer aujourd'hui, par exemple, le e-relevé. Le e-relevé, c'est un produit qu'on vient de mettre sur le marché et qui intéresse tous les acteurs qui interviennent dans le volet agricole en général, dans tous les domaines d'activité économique, mais particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons également le SMS Banking. Tous ces produits-là également sont mis en place pour répondre aux besoins donc, exprimés par donc, les différents acteurs qui interviennent dans ces différents chaînes de valeur. Monsieur Traoré, oui. Nous avons bien compris qu'il y a une diversité de produits dans l'offre de services financiers du CMS, du Crédit Mutuel. Je pense qu'on reviendra sur tout à l'heure sur comment est-ce que ces offres-là pourraient être disponibles pour les jeunes, les entrepreneurs qui sont dans le secteur de l'agrobusiness. Je pense que vous pouvez garder un peu une partie de la réponse pour les questions qui vont arriver, qui vont rentrer dans plus de détails sur les besoins et sur les types de produits qui seront adoptés pour les jeunes entrepreneurs du Sénégal. Je vais me tourner à Madame Diallo pour demander par rapport à leur dispositif d'accompagnement, quelles sont les offres de services financiers que sont développés dans le cadre de ces programmes pour offrir des services, pour apporter du financement aux jeunes qui veulent être dans le secteur de l'agrobusiness. Madame Diallo. Merci beaucoup, merci Amadou et merci à M. Traoré pour ces éléments. J'ai retenu des chiffres très intéressants. Il dit que 20 millions de production agricole, 20 millions de crédits ont été octroyés pour la production agricole. Donc, c'est des chiffres énormes en fait qui peuvent être corrélés
aux chiffres que nous avons dans l'environnement global, je dirais, macroéconomique du Sénégal. Parce que quand on voit bien, on a plus de 100 millions de jeunes qui chaque année rejoignent le marché de l'emploi. Et avec, si on regarde, 21% de taux d'insertion, et donc à peu près 60% de nos jeunes actuellement sont au chômage. Quand on regarde sur 8 millions de personnes en âge de travailler, on voit que 45% ont un emploi et donc 13,5% sont dans le secteur informel et 31,6% dans l'informel. Donc, ces critères et ces chiffres, avec corrélés aux chiffres aussi qu'a donné M. Traoré, montrent qu'il y a un réel besoin en fait d'accompagnement de ce secteur agricole avec une orientation de l'État avec le programme Sénégal émergent et aussi le PRACAS qui oriente nos interventions aujourd'hui dans le développement du secteur, notamment dans les zones à potentiel. Pour la question qui relève sur ces critères de financement, moi je l'aborderai sous l'angle de notre intervention parce que la GIZ n'est pas une structure de financement, mais est une coopération technique au développement. Et quand on dit coopération technique au développement, ça veut dire qu'on accompagne des projets dans des secteurs en trouvant les moyens de renforcer sur toute la chaîne de valeur. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre du programme Réussir au Sénégal et notamment ce que nous avons entamé dans cette début de phase, c'est des partenariats avec des structures qui existent, notamment avec des incubateurs. Je peux citer quelques incubateurs avec lesquels on est actuellement en collaboration, notamment So Ranch à Kolda et la ferme Mamatoro à Ziguinchor. Et en fait, dans le cadre de ces interventions, nous essayons de travailler avec des jeunes qui sont issus des centres de formation professionnelle, donc qui déjà ont eu une qualification technique dans le secteur de l'agriculture. Donc, c'est déjà un des critères, c'est d'avoir cette qualification technique, sélectionnée aussi parmi les meilleurs, qu'on essaie d'intégrer au niveau de ces jeunes pour leur permettre d'arriver à l'installation d'activités productives. Et donc, le système consiste à amener ces jeunes, renforcer leurs capacités pour qu'eux-mêmes puissent développer un système intégré de production, en fait, de production agricole diversifiée. Ça permet d'avoir sur toute la chaîne de valeur, en fait, une production et de passer, en fait, de la ferme agricole familiale que l'on a l'habitude de connaître dans nos sociétés à une ferme agricole productive qui agit sur toute une chaîne de valeur et sur différents leviers. Et ce qu'on fait, c'est que ces jeunes mis en collaboration au niveau de ces centres de formation sont renforcés. Dans le renforcement, on leur permet, avec un petit capital que l'on donne aux organisations, des fois qui avoisinent les 10 millions de francs CFA, ce capital leur permet de pouvoir avoir des intrants, d'agir sur la production, la transformation, la commercialisation et de créer cette interdépendance économique qui leur permet aussi de réserver une partie pour pouvoir avoir amorcé leur entreprise. Comment ça se fait concrètement? Par exemple, je prends l'exemple d'un jeune qui sort de centre de formation, qui est renforcé sur des soft skills, sur des techniques entrepreneuriales. On leur donne la structure avec laquelle on est en partenariat, leur octroie un périmètre maraîcher pour pouvoir démarrer une activité génératrice de revenus. Une partie de cette activité est gardée en économie et cela lui permet de pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Donc, voici un peu l'axe d'intervention de la GIZ, la coopération allemande au développement, qui, dans son intervention, n'agit pas directement sur tout ce qui est financement direct, mais financement pour permettre de pouvoir agir sur toute la chaîne de valeur. L'autre exemple que je peux donner, c'est l'exemple du GIE Sounou Avenir, Casamance, qui se trouve dans la région de Sédhiou en Casamance et qui travaille en partenariat aussi avec un autre partenaire de la GIZ, parce qu'on essaie aussi de faire en sorte que nos partenaires puissent travailler en synergie. Donc, au niveau du CFP de Sédhiou, ils ont des périmètres maraîchers. Nous, les cultures que l'on accompagne pour la production de produits agricoles permet aussi de trouver une relation d'affaires avec le GIE qui prend ces produits pour pouvoir développer la transformation de produits agricoles.
Après cela, nous renforçons la compétitivité de la chaîne de valeur. On appuie au développement d'activités économiques dans le maillon de la chaîne de transformation agroalimentaire. Et à la base, c'est des formations qualifiantes pour ces jeunes sur la transformation de fruits et légumes, de céréales locales. Et le renforcement qu'on est en train de faire avec ces GIE leur permet aussi de pouvoir mettre à disposition des équipements. Et ces équipements techniques aussi leur permettent de pouvoir garantir leur compétitivité. Et aussi, l'autre partie que l'on appuie beaucoup, c'est les relations d'affaires. Donc, le marketing, pour pouvoir leur permettre d'avoir des relations d'affaires. Donc, si on résume, l'essentiel, en fait, de l'appui de la GIZ, c'est la mise à disposition d'intrants, le dialogue avec les communautés locales sur place pour pouvoir avoir l'octroi de terre et notamment avec des incubateurs installés sur place. Et aussi la mise en relation dans l'écosystème parce que, comme vous le savez, on a un partenariat, par exemple, avec la délégation de l'entrepreneuriat rapide. On a dans notre qui permet, nous, en tant que structure de renforcement des petites et moyennes entreprises dans ce secteur et dans d'autres secteurs, de pouvoir garantir et de rendre moins frileux les structures, parce que M. Traoré l'a dit, les structures, des fois, ont des dispositifs, mais des fois, les banques classiques sont un peu frileuses à pouvoir octroyer des crédits à ces jeunes-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se positionne en structure qui renforce le parcours de ces jeunes, fait un dialogue avec les communautés locales pour pouvoir avoir l'accès à la terre, qui est une source de garantie, et aussi de leur donner ce périmètre maraîcher, d'inclure dans notre dispositif d'accompagnement des professionnels du secteur financier qui les renforcent en éducation financière pour leur permettre de mieux se présenter devant ces structures qui octroient des crédits et de pouvoir ainsi développer leur activité génératrice de revenus. Donc, voici quelques exemples que nous avons de notre intervention dans le secteur agricole. Merci beaucoup, Madame Diallo. Je me tourne maintenant vers M. Yaye, qui a déjà présenté une partie de l'offre de service de l'ADER. J'aimerais bien avoir connaître sa stratégie, la stratégie de l'ADER sur le secteur de l'agrobusiness. Comment l'ADER finance directement ou de façon particulière le secteur de l'agrobusiness au Sénégal, notamment les jeunes qui sont dans ce secteur-là. Est-ce que M. Yaye peut apporter des éléments de réponse sur ça? Merci. Je pense que la transition a été faite naturellement, hein, parce que Mme Diallo a évoqué les partenariats que nous avons avec le GIZ. Nous sommes également en partenariat avec le Crédit Mutuel du Sénégal. D'ailleurs, presque la moitié de notre portefeuille est confiée au Crédit Mutuel du Sénégal pour tous les aspects de financement. Maintenant, par rapport à l'accompagnement que nous avons et notre intervention sur le secteur agricole, aujourd'hui, typiquement, même en termes d'organisation, nous sommes organisés de sorte à avoir une équipe technique qui s'occupe de tous les aspects techniques du projet. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, nous avons une cible qui, en termes de formalisation, de formation et même en termes de structuration de projet, n'a pas un niveau assez avancé. Donc, aujourd'hui, en interne, on est organisé de sorte à avoir pour chaque secteur un expert qui va guider en quelque sorte les projets avant qu'ils arrivent au niveau financement. Je m'explique. Typiquement sur le volet agriculture, toute l'équipe technique est composée d'ingénieurs agricoles. Donc, agriculture avec grand A. Donc, si je dis par exemple tout ce qui est agriculture petit a, c'est des ingénieurs agronomes. Si on passe à la pêche, c'est des ingénieurs en pêche, etc. Donc, aujourd'hui, par rapport à notre organisation, déjà, il y a quelque chose que nous faisons pour le secteur agricole. Le fait de renforcer les projets dans un premier temps, avant de penser à un éventuel financement sur le projet. L'autre point, c'est l'accompagnement que nous faisons avec une approche chaîne de valeur. Typiquement, toujours sur l'agriculture, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de nous positionner sur tous les maillons que nous avons identifiés. Nous sommes par exemple quand on reste sur l'agriculture, nous sommes sur la mécanisation agricole avec le financement de tracteurs. Nous en avons fait un important nombre. Nous sommes également sur le financement des semences.
le financement des équipements, le financement du transport pour certaines personnes qui se positionnent toujours dans ce secteur, mais qui font que la distribution. Nous sommes même sur le numérique, dans la mesure où nous avons accompagné des entreprises aujourd'hui qui proposent des solutions qui vont fédérer, qui vont mettre en réseau les acteurs de l'agriculture et faire en sorte que certains bénéficiaires soient les clients ou les fournisseurs d'autres bénéficiaires de notre portefeuille. Donc, nous avons pensé vraiment une intervention chaîne de valeur pour permettre vraiment de sécuriser déjà notre portefeuille et permettre à ces bénéficiaires d'avoir également les marchés qu'ils espèrent. L'autre point, c'est en termes de conditions, j'en ai parlé aussi pendant l'introduction. En termes de conditions, nous faisons tout pour nous adapter. C'est-à-dire que ce soit les conditions au niveau du déblocage, pendant le déblocage, que ce soit la nature des crédits, que ce soit la durée, que ce soit le mode de remboursement. Nous proposons, en fonction des activités, des remboursements trimestriels, semestriels. Quand c'est une activité, par exemple, où c'est du one-shot, il faut tout mettre maintenant, permettre au producteur agricole, par exemple, de faire son activité et de rembourser à la fin. Nous lui proposons un remboursement in fine. Donc, vraiment, il y a tout un dispositif articulé pour permettre à ces acteurs de l'agriculture d'être dans les meilleures conditions, d'avoir cette première expérience en tant que premier financement, si je peux l'appeler comme ça, pour avoir un historique solide, grandir et pouvoir aller solliciter les institutions financières, que ce soit les SFD ou les banques, avec un historique, avec déjà quelque chose de concret pour pouvoir prétendre à des accompagnements beaucoup plus élevés. Très rapidement, en termes de rappel par rapport à nos conditions, par rapport à nos tickets de financement, aujourd'hui, nous arrêtons à 50 millions, bien entendu, avec des possibilités d'aller sur des montants beaucoup plus élevés, 200, 300, 400 millions, sur des projets où on juge qu'il y a une nécessité d'investissement parce que c'est une urgence du secteur ou parce que c'est vraiment un maillon sur lequel il faudra se positionner. Nous l'avons fait, par exemple, sur l'anacarde, typiquement. L'anacarde, on a fait des saisons où vraiment on s'est positionné sur plus de 2-3 milliards pour pouvoir vraiment sécuriser cette filière. C'était pendant la COVID. C'était pendant la COVID où vraiment c'est une filière qui était très fragilisée. Il fallait vraiment intervenir pour sauver vraiment toute cette filière anacarde qui a vraiment quand même eu une évolution sur les dernières années. Donc, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas tout. Bon, après, en répondant aux questions, peut-être je pourrais aborder d'autres points. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse concernant l'offre très diversifiée de la DER. On voit bien qu'il y a beaucoup de segments de marché qui sont visés et des secteurs aussi. La question fondamentale qui vient, c'est comment un jeune qui est porteur de projet, qui a un dossier et qui a un projet et qui veut se faire financer, quels sont les critères de sélection et de financement de ce jeune? Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont la DER procède à la sélection et quels sont les critères clés qu'elle utilise pour pouvoir financer les jeunes? Bien sûr. D'abord, nous avons aujourd'hui des critères d'éligibilité. C'est des critères qui sont relatifs au genre et à l'âge. Aujourd'hui, par rapport à notre cible, nous pouvons accompagner les jeunes. Nous, on a défini vraiment le CI à 40 ans. Et nous pouvons également accompagner toutes les femmes sans limite d'âge. Il suffit qu'elles soient majeures. Donc, les femmes à partir de 18 ans et les jeunes de 18 à 40 ans. Donc, ça, c'est les critères par rapport à l'âge et au genre. Maintenant, par rapport au projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de critères d'exclusion spécifiques au projet. Nous avons aujourd'hui toute une équipe qui accompagne les bénéficiaires à avoir des projets qui sont viables, rentables et qui pourront être solvables. Dans la mesure où on est conscient que c'est une cible aujourd'hui composée de jeunes et de femmes qui n'ont pas cette expérience, qui souvent viennent avec des idées simples de projet, qu'une idée de projet. Je taquine même des fois en disant qu'ils viennent avec des rêves de projet. Donc aujourd'hui, il y a tout un dispositif pour leur permettre
d'avoir le minimum d'informations avec les équipes experts sectoriels qui sont ici disponibles et vraiment les accompagner dans tout ce qui est structuration en amont avant d'avoir le financement. OK. Merci beaucoup pour cette précision concernant les critères d'éligibilité. Peut-être on peut se tourner vers M. Traoré pour nous donner le point de vue de l'approche que développe le CMS sur la sélection des dossiers de financement pour les jeunes. M. Traoré? Peut-être Madame Diallo, voudrez-vous donner le point de vue de la coopération GIZ sur ce point-là, avant que M. Traoré puisse intervenir concernant les critères de sélection. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de cas de réussite de groupement économique dans la région de Sédhiou. Comment est-ce que ce cas-là a été appuyé et quels sont les critères qui ont permis de pouvoir les sélectionner et de pouvoir en faire une vraie success story? Merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que en fait, le programme Réussir était actif dans différentes régions. Et le premier critère a trait aux potentialités locales. Parce que l'idée, le programme s'appelle Réussir au Sénégal. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment quelles sont les potentialités qui existent au niveau de chaque localité et d'orienter notre intervention par rapport à cela. En général, nous n'avons pas de possibilité de financement direct, par exemple, comme la DRLA, d'où l'intérêt d'avoir des cadres de partenariat avec des structures comme telles. Nous avions aussi envisagé pour la première phase avec Cori, j'ai vu qu'il y a des experts de Cori parmi les participants, échanger pour voir des critères avec des structures financières, comment pouvoir avoir des lignes de crédit pour pouvoir financer directement des jeunes. Mais là est notre principale difficulté. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous agissons soit avec des organisations non gouvernementales, des ONG, soit nous agissons avec des GIE. Les GIE, en général, sont des GIE qui sont très actifs dans leur zone. On les appuie de temps en temps, on les appuie la plupart du temps dans la structuration, parce qu'il faudrait qu'eux, ils puissent se structurer dans la formalisation. Mais il faudrait aussi que ces jeunes puissent avoir cette cible jeune qui est entre 15 et 35 ans. Et il faudrait aussi que ces jeunes soient des jeunes champions, c'est-à-dire que ces jeunes puissent être des jeunes avec porteurs de projets, mais qui sortent également d'écoles de formation professionnelle dans ces différentes localités. Donc, nous travaillons aussi avec des associations, parce qu'on a des associations dans certaines zones et des organisations féminines. Par exemple, à Tambacounda, notre principale activité à Koussamna a consisté à pouvoir appuyer des groupements féminins, à pouvoir exploiter des périmètres. Donc, on les appuie dans la mise en place des périmètres maraîchers, donc avec des intrants, avec l'aménagement d'infrastructures pour pouvoir rendre fonctionnels ces périmètres et de pouvoir développer les premières activités de commercialisation. Donc, voici un peu les critères sur lesquels nous nous basons pour pouvoir sélectionner les associations, les GIE, mais également les jeunes porteurs de projets. Notre intervention aussi a beaucoup un aspect renforcement entrepreneurial et renforcement en soft skills. Parce que on s'est rendu compte durant toute notre intervention que la plupart des jeunes avaient besoin d'être renforcés en développement personnel pour pouvoir passer du schéma entreprise familiale, production de survie à vraiment avoir une activité sur toute une chaîne de valeur avec des relations d'affaires qui puissent être facteurs de développement. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que M. Traoré, vous êtes là pour nous donner les critères de sélection dans le cadre du financement des jeunes pour Crédit Mutuel, au niveau du Crédit Mutuel? Est-ce que vous êtes là, M. Traoré? Vous nous entendez? A priori, M. Traoré doit avoir des problèmes techniques.
Ce qui me fait rebondir sur la question, puisqu'on a parlé beaucoup de critères. Un des critères qui revient souvent en discutant dans les jeunes, les jeunes disent souvent qu'ils ont des problèmes de garantie. À chaque fois, quand ils vont voir les institutions financières pour pouvoir déposer le projet, on nous dit souvent qu'il y a un problème, nous n'avons pas assez de garanties, nous sommes des profils risqués. Comment est-ce que la question que j'aimerais poser à M. Ndiaye, c'est quelle est la politique de garantie sur l'octroi de financement que l'ADER met à disposition pour les jeunes entrepreneurs? D'accord, merci. Bon, c'est une question sur laquelle j'aurais beaucoup de plaisir à répondre parce que avant cette expérience à l'ADER, j'étais dans un fonds de garantie. Donc, je sais à peu près, en termes de demande de financement, tout ce qui est requis lorsque un banquier intervient dans le financement. Parce que, en fait, c'est même pas la banque, c'est la réglementation qui oblige ces dernières à avoir un certain niveau de garantie. Sinon, ils sont obligés de provisionner en perte. Donc, aujourd'hui, au niveau de la DER, nous sommes conscients de tous ces blocages et d'ailleurs, c'est même l'une des raisons pour lesquelles la DER a été créée. C'est le fait de pouvoir permettre à ces gens qui ne peuvent pas mobiliser ces garanties réelles, parce que souvent c'est des hypothèques, c'est du collatéral, c'est vraiment des garanties qu'un jeune agriculteur ou un jeune qui se positionne sur le secteur de l'agrobusiness de façon générale ne peut pas mobiliser. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, dans notre offre de service, nous proposons des crédits avec des sûretés peut-être personnelles. On requiert tout ce qui est caution personnelle et solidaire pour montrer au moins que le jeune bénéficiaire, il s'engage en sa personne pour le financement. Nous demandons également peut-être des garanties mobilières par rapport à tout ce qui est matériel qu'on finance. Donc, lorsqu'on finance, par exemple, une exploitation agricole où il y a un forage à faire, où il y a des groupes motopompes solaires, par exemple, c'est des biens que nous pouvons prendre en gage. Mais il n'y a pas de garantie vraiment contraignante que nous demandons aux bénéficiaires. Ça, c'est vraiment notre politique en termes de garantie par rapport à tous les financements que nous faisons. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a M. Tra est toujours pas connecté? Oui. Si vous le permettez, je pourrais aussi me prononcer par rapport à la garantie. Oui, allez-y, Mambinta, sur la politique de garantie. Allez-y. Oui, je crois que je l'avais évoqué tantôt, la notion de garantie. Et nous, en fait, l'une des principales orientations par rapport à cette garantie et cette formation, en fait, qu'on essaie de faire, parce qu'on agit aussi sur des modules de formation au niveau de notre incubateur Teranga ici à Dakar, mais aussi on le fait à travers des prestataires de services au niveau des différentes localités, de pouvoir renforcer les différentes entreprises que nous accompagnons avec des modules d'éducation financière. Mais aussi, l'une des orientations que nous avons à la délégation, avec la délégation de l'entrepreneuriat rapide, c'est de pouvoir voir certains jeunes entrepreneurs que nous, on a pu accompagner sur des modules techniques, de voir comment l'ADER ou d'autres structures peuvent prendre le relais, financer, et nous, on les accompagne sur tout ce parcours de gestion de ce financement. Et donc, c'est des aspects comme ça que nous essayons de mettre en place. L'autre chose, c'est l'octroi des terres. Donc, parce que l'insécurité foncière aussi est un facteur qui peut limiter la crédibilité en face des banques et des institutions financières. Et donc, l'octroi des terres peut aussi être pour nous une manière de négocier avec les collectivités territoriales pour pouvoir permettre aux jeunes porteurs de projets d'être plus bancables. Merci beaucoup, Mambita. Si tu me permets, Amadou, juste compléter un point par rapport à la garantie. Allez-y, oui. Par rapport à l'offre que nous proposons, aujourd'hui, nous pouvons avoir un projet sur lequel on voit vraiment une structuration assez avancée.
et on voit que le montant, le ticket de financement est relativement élevé. Donc, sur ce type de projet, nous-mêmes, nous pouvons nous positionner en tant que garant. C'est-à-dire, nous constituons un fonds de garantie. Je donne un exemple. C'est un projet porté par un jeune, je dis n'importe quoi, un jeune Mohamed Diop, pour taquiner un peu les Diobènes. Donc, un jeune Mohamed Diop qui vient, qui dit, moi, j'ai un projet de 300 millions. Je sais que vous faites des financements d'amorçage, mais mon projet, il est intéressant. Je ne peux pas aller voir directement une banque parce qu'ils vont me demander des garanties que je ne pourrais jamais mobiliser. Nous, on fait l'étude, on voit que c'est un projet très viable, c'est un projet très structurant. On se constitue en garantie. On va aller nous voir la garantie, on va leur dire, bon, vous savez, Crédit Mutuel ou une autre banque, on leur dit, ça, c'est un projet sur lequel nous, on a beaucoup d'appétit. On a évalué le niveau de risque, on pense qu'on peut se positionner dessus. Pour vous conforter, on peut mobiliser un fonds de garantie sur ce projet. On peut mobiliser 50 millions, 100 millions, qui va représenter peut-être 50% ou 40% du financement, pour vous permettre, vous, de votre côté, d'être à l'aise par rapport à votre réglementation et vous positionner en tant que bailleur sur ce projet. Okay. Merci pour cette précision, M. Ndiaye. Nous laissons la parole à M. Traoré qui va nous apporter l'expérience du Crédit Mutuel sur la politique de garantie concernant l'octroi de financement pour les jeunes. M. Traoré, vous êtes un peu en retard, hein, donc vous prenez la parole. Allez-y. On ne vous entend pas. Mettez le micro, s'il vous plaît. Nous vous entendons toujours pas, M. Traoré. Le micro est coupé, il me semble. M. Traoré, remettez le micro, s'il vous plaît. Désolé, M. Traoré, nous ne vous entendons pas. Est-ce que vous pouvez regarder par rapport aux problèmes techniques que vous avez sur le micro et puis on reviendra vers vous sur ce sujet de garantie concernant le Crédit Mutuel. Peut-être il y a une question. Allô? Amadou, Oui. excuse-moi. Comme Mme Binta doit partir, peut-être qu'elle peut parler de son exemple des jeunes avant qu'elle s'en aille, afin de lui donner la parole. C'est bien ça que je voulais rebondir sur ce point-là. Effectivement, peut-être une dernière question pour Mme Diallo concernant les cas de réussite de jeunes entrepreneurs dans l'agrobusiness que vous pouvez nous en faire part. Quel est le profil et le type de financement et de service que vous avez apporté à ces jeunes pour qu'ils réussissent son projet d'agro-entrepreneuriat? Parfait. Merci beaucoup et merci de permettre que je puisse me retirer. J'ai une contrainte et j'aurais bien voulu être là jusqu'à la fin. Voilà, parce que les débats sont très intéressants, les échanges, mais on pourra éventuellement les continuer en bilatéral avec les copanélistes et notamment avec Microsoft. L'exemple du jeune que je voudrais ici partager est l'exemple d'un jeune que nous avons appuyé dans la première phase de notre programme avec la structure ISL AgriApp. C'est une jeune qui avait été sélectionnée parmi un lot de champions, donc dans la zone Casamance. Et l'idée, c'était de pouvoir lui apporter un soutien pour qu'il devienne un acteur actif de changement social et qui puisse apporter sa contribution au mieux dans cette zone environnementale et agroéconomique. Donc, l'appui a consisté à bénéficier d'une formation qui a pu le perfectionner, et notamment en soft skills, en business et en entrepreneuriat. Et à la suite de cette formation en soft skills, business, entrepreneuriat, ça a été adapté à des hard skills qui lui ont permis de pouvoir avoir des schémas de production intégrés. Donc, cette formation de cette première phase et cet ensemble d'outils ont permis de pouvoir, dans cette deuxième phase, permettre à ce jeune-là qui avait en avance, qui avait au préalable une propriété foncière, de pouvoir s'installer. Et aujourd'hui, ce jeune accueille une vingtaine de jeunes
dans la région de Ziguinchor, c'est la ferme Mama Toro, avec laquelle on est en partenariat. Donc, une vingtaine de jeunes dans cette région de Ziguinchor, issus des centres de formation professionnelle, j'en avais parlé tantôt, qui, eux, vont être renforcés sur les mêmes techniques et une partie de leur vente sera reversée à ce jeune-là pour pouvoir développer son activité économique, mais aussi une partie économisée pour permettre à ces jeunes qui vont être renforcés par une équipe qui va les former en soft skills, en formation technique et aussi en éducation financière, de pouvoir se formaliser et lancer leur première activité génératrice de revenus en utilisant une partie de ces terres. Donc, voici un peu le schéma que je voulais partager. Et ce que nous faisons en fait dans ces zones-là, c'est qu'on essaie d'appliquer des mêmes modèles qui marchent, c'est-à-dire un modèle qui marche à Ziguinchor. Pour faciliter la mise en œuvre, on va appliquer le même modèle au niveau de la région de Kolda, mais sur, par exemple, un secteur différent, par exemple, sur une chaîne de valeur différente. Là, on peut faire du maraîchage, là, on fait de l'horticulture. Donc, ça dépend un peu des potentialités qui existent dans cette zone et des relations d'affaires. Autre chose, c'est que, par exemple, nous avons d'autres programmes de la GIZ qui peuvent intervenir sur la chaîne de valeur. Par exemple, je peux citer l'exemple avec Enda Energy, où un groupe de jeunes dans la zone de Kolda est renforcé pour pouvoir faire de la production fourragère. Avec cette production fourragère, déjà, il y a un marché qui se crée pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes-là puissent vendre ces produits à des jeunes producteurs de vaches. Ces jeunes producteurs vont faire la traite et ça va. ESI Jobs, un autre programme de la GIZ, est en train de mettre en place une infrastructure qui peut faire la production de 2000 litres par jour. Et nous, on va aussi accompagner sur cette chaîne de commercialisation. Donc, voici un peu les mécanismes que nous, on est en train de mettre en place pour pouvoir avoir des exemples de réussite tels que ce jeune que je viens de citer de la ferme Mama Toro à Ziguinchor. Ok, merci beaucoup Madame Diallo pour cette précision, pour ce qu'a réussi présenter dans le cadre du programme GIZ. Est-ce que M. Traoré, vous voulez intervenir sur, concernant le crédit mutuel, notamment oui. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne suite des échanges. Merci beaucoup Madame Diallo et à très bientôt. Merci pour votre participation. C'était avec plaisir. Au revoir. Voilà, merci. Monsieur Traoré, vous voulez intervenir sur les cas de succès concernant le financement des jeunes agripreneurs de crédit mutuel? A priori, vous avez un problème de micro, monsieur Traoré. Nous allons retourner voir monsieur Ndiaye concernant une question concernant le partenariat dans le secteur. Aujourd'hui, nous avons compris dans les débats que tous les acteurs qui sont autour de cette table-là travaillent en partenariat, en synergie. Notamment, comme disait M. Ndiaye, la moitié du portefeuille de l'ADER est dédié au programme du crédit mutuel et aussi la GIZ travaille avec l'ADER. La question fondamentale que j'aimerais vous poser, M. Ndiaye, c'est il y a déjà des synergies qui sont développées, des partenariats qui sont développés. Comment faire en sorte que les jeunes, le maximum de jeunes puissent vraiment bénéficier de ces services-là? Donc, on voit que pour qu'il y ait plus d'impact sur les jeunes, qu'est-ce qu'il faut renforcer dans le secteur en termes de partenariat, en termes d'offres de financement pour que les jeunes soient vraiment impactés par les programmes, tous les programmes que les acteurs mettent en place au niveau de l'écosystème? Bon, je vais plutôt dire que c'est surtout les ressources qu'il faut renforcer. Parce qu'aujourd'hui, rien qu'en interne, nous avons reçu sur cette année plus de 250, si je ne me trompe pas, 250 milliards de demandes de financement. C'est un volume que aujourd'hui on pourra difficilement satisfaire. Donc, le principal problème aujourd'hui, c'est par rapport aux ressources qui sont disponibles pour financer ces jeunes qui s'activent dans le secteur agricole. Donc,
Aujourd'hui, les synergies existent déjà. C'est vrai que sur certaines périodes, il y avait beaucoup de difficultés où on voyait carrément qu'il y avait du papillonnage qui était fait par les bénéficiaires. Ils viennent demander quelque chose à l'ADER, aller voir le Crédit Mutuel, aller voir un autre programme pour pouvoir bénéficier de tous les instruments qui étaient à leur disposition. Aujourd'hui, ce qui est fait avec le partage d'informations, nous, dans le cadre de nos partenariats, nous assurons que vraiment toutes les informations financières, tout l'historique financier du bénéficiaire est partagé, de sorte à nous positionner sur un bénéficiaire qui n'a pas, par exemple, des engagements dans d'autres institutions ou qui a des engagements en souffrance dans d'autres institutions. Ça permet également de pouvoir avoir un impact beaucoup plus important dans la mesure où, au lieu de financer, par exemple, 1 millier de personnes, nous pourrons être sur plusieurs milliers de bénéficiaires. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que M. Traoré a tous ces problèmes de micro. Donc, ça va être compliqué de pouvoir avoir ton avis sur le sujet. Alors, allô, M. Traoré? Oui, c'est bon, vous nous entendez? Apparemment, c'est rétabli. Hein. J'ai des soucis là, de connexion. OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter du coup les cas de succès et sur les jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés dans le cadre du programme de Crédit Mutuel et quels ont été les facteurs de succès qui ont permis de faire réussir ce jeune-là dans l'agrobusiness? OK, aujourd'hui, avant de venir sur cette question-là, je voudrais aborder les circuits de crédit, c'est-à-dire les critères et modalités de financement des jeunes porteurs de projets. Je ne sais pas si vous avez dépassé ce sujet ou pas. Allez-y, ouais, sur les critères rapidement. Ouais. Allô? Allez-y, M. Traoré. Alors, je suis donc pour dire que parmi les critères, hein, nous avons donc deux circuits hein, que les jeunes peuvent emprunter pour éventuellement accéder au financement. Nous avons le premier circuit, c'est le circuit classique, hein, qui est valable donc pour tous les sociétaires, tous les clients du Crédit Mutuel du Sénégal. Alors, il s'agit juste de pouvoir de venir et de déposer auprès des institutions de base leurs demandes. Hein, et ces demandes-là sont réceptionnées par les responsables des points de vente et les agents de clientèle. Bon, ces derniers vont les instruire. Après instruction, ils vont le présenter au comité. Hein, ils vont donner leur avis d'abord. Après qu'ils aient donné leur avis, ils le déposent donc au niveau des commissions techniques habilitées donc à statuer sur les dossiers. Alors, le deuxième circuit, très rapidement, c'est le circuit de partenariat, de convention, comme il l'a dit M. Diaye. Nous sommes en partenariat, par exemple, avec l'ADER et pas mal de structures qui interviennent dans le monde rural. Alors, à travers ces conventions de partenariat, nous allons carrément déterminer les conditions qui sont donc préétablies pour permettre aux jeunes éventuellement de pouvoir accéder au financement qu'ils auront à déposer. Bon, relativement aux garanties également, bon, nous avons comme garantie surtout les garanties morales, hein, je peux dire, les cautions solidaires, les actes de cautionnement solidaire. Mais comme l'activité agricole est une activité à risque, la direction générale avait décidé donc pour apporter plus de sécurité à ce financement-là, à une convention avec la CNAS, la Compagnie nationale d'assurance agricole, qui donc viennent donc en appui donc pour éventuellement en cas de sinistre enregistré au niveau des différents promoteurs. Hein. Récemment également, nous avons signé une convention de partenariat avec le FONGIP. Le FONGIP qui pourrait être donc accessible à ces jeunes-là et qui pourront donc en bénéficier
pour éventuellement donc nous permettre de pouvoir sécuriser les crédits, minimiser les risques de nos financements. Alors, l'autre aspect, non moins important, c'est l'approche qu'on est en train de faire. On est en train de mener des actions de financement par approche chaîne de valeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une manière de sécuriser davantage nos crédits. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur agricole qui, après avoir accédé à ces financements-là, après avoir produit, rencontre des problèmes pour écouler sa production, donc il aura du mal éventuellement à honorer ses engagements. C'est dire que donc, leur permettre aujourd'hui de rechercher des débouchés, donc leur permettrait de pouvoir éventuellement écouler très facilement leur production. Également, c'est un des axes sur lesquels nous allons intervenir. C'est pourquoi nous sommes dans une dynamique de financement des chaînes de valeur agricoles. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs, on ne les finance pas et on les laisse avec la production qui vont découler de cette production-là, de leurs activités. On les accompagne éventuellement à comment dirais-je, écouler leur production. Et dans cette dynamique, le Crédit Mutuel du Sénégal est en train de mettre en place une plateforme qui va regrouper tous les acteurs qui interviennent dans les différentes filières agricoles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, le producteur qui produit, il a déjà, le Crédit Mutuel a déjà dans sa base des commerçants qui sont intéressés éventuellement par le produit de ces jeunes-là, la production de ces jeunes-là. Et on va essayer de mettre un link éventuellement pour leur permettre donc, de pouvoir accéder donc, à ce marché-là. Ok, merci beaucoup, M. Traoré. Monsieur Traoré. Oui, merci beaucoup pour ces précisions. Il y a juste quelques questions relatives à ces sujets-là qui commencent à remonter. Je préfère qu'on prenne une ou deux questions et qu'on puisse les traiter et peut-être même revenir sur le point que vous avez évoqué. Du coup, il y a deux questions rapides qui ont été remontées. Il y a plusieurs questions qui ont été remontées, mais il y en a deux qui sont liées aux conditions, notamment le montant minimum et maximum, ainsi que les taux d'intérêt qui sont appliqués dans le cadre du financement des programmes des jeunes. Et est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse par rapport à cette question? Monsieur Ndiaye, vous voulez intervenir en premier? Allô? Oui, s'il vous plaît. Et je vous demanderai également l'autorisation de pouvoir me libérer après avoir répondu à ces premières questions. Donc, par rapport au ticket de financement, aujourd'hui déjà, nous en interne, on a plusieurs guichets. On a un premier guichet qui concerne le nanocrédit. Donc, c'est tous les financements qui sont compris entre 10 000 francs et 500 000 francs. Donc, très rapidement, pour présenter ce produit, c'est un produit qui s'appelle nanocrédit en interne, que nous avons expérimenté au marché central au poisson. Donc, avec vraiment une phase pilote qui a connu un succès remarquable avec des taux de remboursement de 99%. C'est vraiment des taux que nous-mêmes, on n'est pas habitués parce que sur le portefeuille, de façon globale, on est en deçà de ce taux. L'autre guichet, c'est le guichet autonomisation. Donc, tous les crédits qui sont jusqu'à 1 million. Donc, c'est vraiment avec des conditions plus souples, des stratégies d'analyse, de traitement de ces dossiers qui sont beaucoup plus allégés, avec un système de scoring qui permet d'aller beaucoup plus vite sur ces produits. Et enfin, les crédits hors autonomisation qui commencent à partir de 1 million jusqu'à 50 millions. Donc, 50 millions, c'est notre plafond théorique. Bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons aller au-delà de ce plafond lorsqu'il s'agit de projets très structurés. OK, merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons une autre question qui est liée au cas de non-remboursement. En cas de non-remboursement du crédit, quelle est la garantie qui est appliquée là-dessus? Je pense que vous avez abordé la problématique des garanties. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous donner un peu les procédures concrètes que l'ADER a mis en place pour cette situation de non-remboursement, en cas de situation de non-remboursement du prêt pour les jeunes? Comment est-ce que ça va se passer concrètement?
D'accord. Donc, déjà on va rappeler les différentes étapes parce que quand il y a un crédit, le bénéficiaire il doit rembourser en tenant en compte un échéancier bien déterminé avec son tableau d'amortissement. Lorsqu'on remarque qu'il y a déjà des retards dans le paiement, nous opérons des actions vraiment pour le pousser à, si c'était une mauvaise intention, par exemple, le pousser à rembourser. Si, par exemple, c'est des difficultés dans l'opérationnalisation de son projet, nous essayons de lui proposer une restructuration, des reports d'échéance, vraiment une restructuration pour lui permettre de corriger son activité et de pouvoir rembourser. Mais lorsque nous dépassons ces 3 mois où le bénéficiaire ne rembourse pas et que son crédit est classé en impayé, là vraiment, nous déjà, lorsqu'il y avait des biens qui sont pris en gage, nous enclenchons la procédure de récupération du matériel. Et le point qu'il faut également préciser, c'est le fait que le bénéficiaire s'engage. Donc aujourd'hui, si je reste sur mon exemple de tout à l'heure, Mohamed Diop, jeune entrepreneur qui demande un financement, il ne rembourse pas. On arrive vraiment à l'étape où on a fait toutes les procédures, toutes les due diligence pour restructurer, pour l'accompagner, mais ça ne marche pas. Là, on essaie de récupérer le matériel et M. Mohamed Diop reste engagé parce qu'il y avait sa caution personnelle et solidaire au départ. Donc, il reste redevable de ses crédits jusqu'à remboursement en tenant compte, bien sûr, des conditions qui pourront être discutées avec la délégation. Merci pour votre réponse, M. Ndiaye. Je pense que maintenant, c'est bon, nous pouvons passer à M. Traoré. Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à la politique de garantie en cas de non-remboursement? Quelle est la procédure au niveau du CMS, du Crédit Mutuel? Je vous remercie pour l'invitation à ce panel. Excusez-moi, je prends la parole au lieu de laisser M. Traoré intervenir. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Sachez que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide est très honorée pour participer à ce type d'événement qui vraiment permet aux acteurs de l'écosystème de façon générale d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir se lancer, pour pouvoir également s'orienter vers les structures qui sont là pour elles. Donc, aujourd'hui, nous avons tenu une très belle rencontre. Les questions sont très intéressantes. Comme l'a dit tout à l'heure Mabinta, je reste disposé à répondre en B2B et à échanger avec les autres membres du panel. Je vous remercie encore. Au revoir. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Le message est très bien passé. Donc, les jeunes qui sont dans ce panel et qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur la DER peuvent se rapprocher de M. Ndiaye pour pouvoir avoir plus d'informations et éventuellement travailler la DER sur le projet. Donc, ça, c'est un bon point. Super, merci. Nous pouvons retourner, merci M. Ndiaye. On va retourner chez M. Traoré pour demander son avis concernant la situation, la question du public lié à la garantie. Quelle est la garantie en cas de non-remboursement? Quelle est la procédure de CMS? M. Traoré. Bon, au niveau du CMS, ce qui est valable au CMS est valable dans toutes les institutions financières. Hein. Aujourd'hui, nous avons des actions de recouvrement qu'on aura eu à faire. Nous avons également une procédure qui encadre ces actions de recouvrement. Ça consiste quoi? Ça consiste donc à délivrer des lettres graduelles, des lettres de relance, des lettres d'information aux cautions, alors des mises en demeure. Maintenant, si la procédure est bouclée et qu'il n'y a pas de réaction, là, on va essayer de voir parmi les garanties qui ont été proposées, les garanties réelles et essayer de les réaliser. Bon, voilà la procédure qui a été mise. Toujours est-il qu'il y a une possibilité quand même d'accompagner le débiteur en restructurant éventuellement le crédit pour lui permettre au moins de récupérer et donc de souffler un peu.
Ok, super. Merci beaucoup, M. Traoré, pour cette réponse. Juste par rapport à ce point, il y a une dernière question qui a été remontée. C'est quel est le financement approprié pour les acteurs qui sont dans la commercialisation? Tout à l'heure, vous avez parlé de chaîne de valeur. Maintenant, on est sur la partie commercialisation des produits agricoles. Quel type de financement sont adaptés pour ce type de jeunes qui sont dans ce secteur-là? Ah, je voulais dire tantôt, quand je citais les différents types de crédits, nous avons le crédit agricole commercialisation, qu'on appelle le CAC. Alors, le CAC, parmi nous avons deux types de crédits. Hein. Des crédits aujourd'hui qui sont destinés aux jeunes qui s'activent dans la commercialisation, mais pour un temps bien déterminé. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une période de commercialisation de l'arachide. Alors, mais une fois que l'arachide disparaît sur le marché, donc l'activité est vraiment anéantie. Aujourd'hui, nous accompagnons ces jeunes-là pour une période de 6 mois seulement. Et au bout de ces 6 mois, le jeune vient rembourser. Maintenant, il ne fait pas des remboursements mensuels. Il attend jusqu'à la fin de la campagne, au bout des 6 mois, pour venir donc rembourser les crédits. Ça va lui permettre de maintenir le capital. Parce qu'aujourd'hui, quand on lui demande de venir chaque mois rembourser, le capital nécessairement va diminuer. Alors, pour lui permettre de rouler avec ce capital-là pendant 6 mois, on le laisse avec l'argent jusqu'au bout de 6 mois et il vient rembourser globalement avec les intérêts. OK? Alors, nous avons également des acteurs qui interviennent durant toute l'année dans la commercialisation. Et pour ces derniers-là, on leur donne des crédits à remboursement périodique. Hein, à remboursement périodique mensuel, bimensuel, selon la demande sollicitée même par le sociétaire. Donc, c'est lui qui demande à ce qu'on lui laisse le temps de pouvoir rembourser par mois, par 2 mois, par 3 mois, par 4, par 6 mois. Alors, nous allons le rejoindre sur cette demande-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les imposer de pouvoir rembourser sur une période qui ne convient pas à leurs activités, qui ne correspondent pas à leurs activités. Donc, ce sont des échéances que nous allons essayer de caler suivant l'activité qui est en train donc de mener. Ce sont les deux types de crédits que nous avons avec des périodicités qui sont conformes donc à l'activité que mène le sociétaire dans le cadre de la commercialisation. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse, M. Traoré. Nous avons bien compris, nous arrivons bientôt à la fin de ce webinaire. Nous avons bien compris, pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agrobusiness, il y a besoin de diversification. Diversification de l'offre de services financiers, il y a diversification aussi des accompagnements, de l'offre d'accompagnement technique aussi, formation. Il y a aussi besoin de ressources longues et de partenariats, pour financer les demandes de financement des jeunes et sur toutes les chaînes de valeur, de la production en passant par la récolte, la commercialisation et la transformation sur les chaînes de valeur. Donc voilà, nous avons compris cela au terme de ces discussions-là et je vais laisser la parole à Madame Rebecca pour pouvoir conclure et nous dire quels sont les prochains webinaires qui sont prévus par Microsoft. Rebecca? Merci Amadou, merci à Monsieur Traoré. On est désolé d'avoir perdu en route de nos panélistes, mais les conversations étaient très intéressantes et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement vaste, donc on pourrait en parler pendant encore de nombreuses heures. Je m'excuse d'avance pour ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions. On y répondra individuellement par mail. Si vous avez d'autres questions pour les panélistes, n'hésitez pas à nous les envoyer à Kate Okwe, qui est notre collègue, et vous voyez son nom apparaître sur l'écran sur cette bannière. La semaine prochaine, le 16 décembre à 14 h, nous aurons un troisième et dernier webinaire pour conclure cette série de webinaires autour de l'entrepreneuriat qui nous fera voyager et celui-ci aller en Côte d'Ivoire pour voir quelles sont les clés pour réussir à entreprendre en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez voyager avec nous, n'hésitez pas à vous y inscrire. Un grand merci pour votre temps à tous
et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.